Le père William Doctor est supérieur des Spiritains de Centrafrique depuis le mois d'octobre 2016. Nous avons profité de son passage à la Maison Mère de Paris pour nous entretenir avec lui sur la situation dans son pays ravagé par la guerre. Bonjour William. Bonjour Jean-Yves. Alors, tu es parmi nous pour quelques jours. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe maintenant en Centrafrique? En Centrafrique, à titre de rappel, il y a déjà un peu plus de 5 ans qu'une crise politico-militaire s'est éclatée en Centrafrique. Et on a eu la visite du pape François en Centrafrique pour apaiser les cœurs. On a eu des élections, on a eu la nomination du cardinal. Ce sont des événements qui ont contribué à ce que la paix puisse advenir dans une partie de la Centrafrique. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, il y a toute une partie au niveau des provinces, c'est-à-dire dans l'est de la Centrafrique et le centre-nord, où sévissent encore des seigneurs de guerre qui terrorisent, qui brûlent des villages et tuent des personnes. Aujourd'hui, en Centrafrique, une bonne partie de la population s'est déplacée vers le Congo démocratique et puis en allant vers le Soudan. Donc il y a des réfugiés, des Centrafricains réfugiés un peu partout à l'intérieur du Congo démocratique. Et récemment, ce sont les villes de Mobaye, de Bria, de Bangassou, avec leurs alentours, qui ont été touchés par ces situations dramatiques. Il y a beaucoup de morts, et puis il y a beaucoup de déplacés, et puis des situations humanitaires très très alarmantes aujourd'hui. Nous, spiritains en Centrafrique, nous sommes en mission apostolique pastorale au niveau de la capitale Bangui, mais aussi nous avons nos missions qui nous sont très importantes en milieu rural, donc à Pissa dans le diocèse de Maïki, aussi à Mobaye dans le diocèse d'Alindao et enfin à Bangassou dans le diocèse justement de Bangassou, particulièrement à Niakari, où nous avons des écoles, nous avons des centres de santé, et puis nous agissons aussi dans ce qu'on appelle l'équipe mobile de santé dans le diocèse d'Alindao, aux alentours de Mobaye. Mobaye, c'est à l'est, sud-est de la République centrafricaine. Bangassou aussi, c'est sud-est de la République centrafricaine, où nous spiritains nous sommes présents. Mais ces deux grandes villes, avec les alentours, ont été très touchées. Et les pères de Mobaye ont dû fuir vers le Congo démocratique avec tous les chrétiens. La ville de Mobaye, qui était très connue comme chef-lieu de la Basse-Koto et qui se trouve en face du Congo démocratique, de Mobaye-Bongo, tous les chrétiens ont fui parce que les chefs de guerre ont brûlé des villages. Ils ont brûlé les églises, ils ont tué des personnes et personne ne pouvait y rester. Moi, j'ai fait un déplacement au niveau de Badolité, au Congo démocratique, dans le Haut-Bangui Nord, pour pouvoir aller à la rencontre de mes confrères, Olaf Derantal, qui est d'origine allemande, Christo Roy Kotaingo, qui est d'origine centrafricaine, et Prince Bassengé, qui est le stagiaire qui était avec eux. Ils ont dû fuir de ce côté-là, et donc je suis allé à leur rencontre pour pouvoir les soutenir, les accompagner psychologiquement, faire aussi une relecture de la situation avec eux. Alors vous me demanderez comment ça se passe depuis qu'ils sont partis de Mobaye. Donc nous avons réussi à pouvoir repartir à Mobaye pour la première fois depuis leur fuite, et c'est la grande désolation. Nous avons découvert une ville complètement déserte. Vous imaginez toute une ville qui est très animée, habitée, tous les habitants ont fui, il n'y a pratiquement personne qui était là. Et nous avons pu atteindre la mission de Mobaye, où nous avons découvert que le presbytère, la communauté a été complètement saccagée, pillée. En temps normal, combien y a-t-il d'habitants à Mobaye? À Mobaye, on peut estimer à 40 000 habitants aux environs. Donc, et ses environs. Donc, ils ont tous dû fuir de l'autre côté du Congo démocratique. Et d'après toi, quels sont les ressorts de cette guerre entre chefs de groupe? Est-ce qu'ils sont téléguidés
ou bien est-ce que chaque groupe est indépendant? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de téléguidés parce qu'en fait, c'est des chefs de guerre qui avaient accompagné le pouvoir des Séléka mis en place il y a déjà presque 4 ans et qu'on a dû démettre ces chefs de guerre au lieu de venant du Tchad et du Soudan qui devaient repartir justement dans leur lieu d'origine, mais ont refusé de repartir et ils se sont placés dans des zones diamantifères. Ils se sont placés dans les zones où ils peuvent tirer justement les bénéfices de la crise. Et c'est à ce moment-là qu'ils font racketter les populations civiles par des taxes. Et puis, ils se sont aussi mis proches des plantations de caféiers ou de coton, ainsi de suite, là où on pouvait justement tirer des bénéfices au niveau financier. Alors ça, c'est pour les Séléka. Et les anti-Balaka, est-ce qu'ils recherchent la même chose? Non. Normalement, les anti-Balaka, il n'y a pas une structure organisée des anti-Balaka, mais c'est en fait des autodéfenses. C'est-à-dire chaque villageois souffrant justement de rackettage, souffrant des exactions des Séléka, mais les villageois se sont décidés de s'organiser, surtout les jeunes hommes, se sont organisés en autodéfense justement pour défendre leur population. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont réunis pour pouvoir combattre la Séléka. Voilà. Et je suppose qu'il y a un gros trafic d'armes derrière tout ça. Beaucoup de trafic d'armes. Parce que la situation aujourd'hui frontalière avec le Congo démocratique, le Soudan et le Tchad, personne ne contrôle. Donc il y a des armes qui arrivent du côté du Congo démocratique, du côté du Soudan et du côté du Tchad, et qui transitent par ces pays-là, et puis qui fait justement des dégâts dans les régions que je vous ai citées. Mais alors, à quoi servent les troupes des Nations Unies? Au départ, donc, en République centrafricaine, toute la population pensait remettre sa sécurité entre les mains des contingents militaires des Nations Unies, mais malheureusement aujourd'hui on assiste à une désolation. Ces contingents assistent à des atrocités, des tueries, mais n'agissent pas. Et du coup, pour le moment, la population est complètement décontenancée, la population est complètement découragée de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Donc aujourd'hui, chacun cherche à prendre justement sa sécurité en main, ce qui fait en sorte que le chaos s'est installé. Le gouvernement centrafricain étant très fragile, ne pouvant pas agir jusque-là, n'ayant pas d'armée pour pouvoir assurer la sécurité de sa population. Et d'après toi, quel pourrait être un début de solution? Alors le début de solution viendrait du fait d'abord qu'on commence à arrêter les seigneurs de guerre qui sévissent de ce côté-là, parce qu'ils enrôlent des petits-enfants, des enfants Peul, Bororo, ils enrôlent des enfants des villages et qui en font justement des boucs émissaires, des gens qu'on tue facilement et qui les droguent et qui les envoient sur le front. Alors, il va falloir déjà arrêter ces seigneurs de guerre. Il y a la Cour pénale internationale qui commence à se mettre en place en Centrafrique. L'idéal serait d'abord de les arrêter, de désarmer et puis de réinsérer les enfants qui ont été justement enrôlés dans ces groupes de guerriers qui sévissent aujourd'hui en Centrafrique. Et puis, à mon avis, il va falloir organiser justement un dialogue national de paix, encore en Centrafrique. Merci beaucoup, Père William, pour ces informations. Merci, Jean.